Bonjour. Aujourd'hui, 29 novembre 1990. Mais hier, c'était le 28 novembre 1990. Hier, il y avait 10 ans. Aujourd'hui, il y a 3 ans. Les deux dates sont liées dans notre mémoire collective, parce que les événements qui s'y attachent sont aussi liés. 1980, 1985, 1987. 3 étapes d'une lutte acharnée et tragique. Avec le recul, il devient de plus en plus évident que la dictature a commis le 28 novembre 1980 une erreur politique colossale. Poussé et encouragé par les éléments les plus corrompus des groupes possédants, le groupe politique dirigeant s'imaginait mettre fin à ce qu'il appelait le scandale des revendications paysannes et ouvrières qui s'exprimaient à travers les radios avec l'aide des jeunes centrales syndicales qui bourgeonnaient, des mouvements communautaires qui s'étalaient sur le pays et des organisations de droits humains qui prenaient en main ces revendications. Casser les radios, c'était pour eux faire taire ces revendications. C'était pour ces gens-là reprendre le pays en main. Pour faire croire à un programme de gouvernement, disait-il, pour l'appliquer, disait-il. Mais le macoutisme et le duvalierisme avec lui n'ont jamais eu aucun programme de gouvernement, n'ont jamais eu aucun projet de société, sinon le pillage des fonds publics, nationaux et internationaux, et le meurtre de ceux qui protestent contre ce pillage. 5 ans après le 28 novembre 1980, au Gonaïves, comme à Petit-Gouave, à Jérémie comme au Cap-Haïtien, les jeunes qui n'avaient pas oublié, malgré la répression, les jeunes des quartiers populaires et des quartiers les plus pauvres, qui n'avaient pas oublié cette date charnière de l'histoire de notre peuple, se soulevaient en se souvenant du 28 novembre 1980, 5 ans après. Aussi, cette date a-t-elle une signification politique profonde. Le macoutisme a fait ce jour-là la preuve patente qu'aucune formule libérale ne lui était compatible et qu'il n'était pas en mesure de prendre lui-même en main la satisfaction des besoins élémentaires de la population qui les exprimait à travers les radios. Le macoutisme, renforcé par un secteur puissant de la bourgeoisie zinglando, ne pouvait pas mettre au point un projet de société. Pas plus cette coalition bicolore que le groupe qui en 57 prenait le pouvoir. Il est amusant pour comprendre la signification de cette journée charnière du 28 novembre 80, pour saisir toutes ses implications sociales, politiques et même culturelles, de suivre à la trace les itinéraires policiers mis en place pour casser ce jour-là le mouvement démocratique qui venait à peine de naître. La pièce maîtresse de l'opération, ce jour-là, était Radio Haïti. Tout le monde savait que Radio Haïti s'était voué corps et âme, sans embâge et sans clin d'œil, à cette bataille démocratique. Et le pouvoir s'était souvent rendu compte qu'il n'y aurait aucune faille à notre dispositif. L'équipe avançait d'un seul pas, ayant été nettoyée discrètement au cours des temps, et ni les clins d'œil complices d'une aile pseudo-libérale du régime, ni les appels à la solidarité bourgeoise, ni les offres de corruption, ni les menaces, pour me porter à révoquer les journalistes les plus apparemment engagés, ni ce fameux procès que l'on avait voulu transformer en procès politique,
Rien n'avait pu entamer notre résolution collective à poursuivre la lutte avec notre peuple, avec les plus pauvres, comme nous le disions, pour la liberté, la justice, en faveur des plus pauvres, en faveur des plus défavorisés, en faveur des classes populaires. Que s'est-il passé ce jour-là? Tandis que les hommes de Jean Valmet commençaient leur série d'arrestations dès la fin de la matinée, Richard Brisson, Gabriel Hérard parmi d'autres, ils n'osaient pas encore faire main basse sur Radio Haïti. On avait en mémoire, au palais et aux casernes, la mobilisation spontanée qui avait suivi l'arrestation de Compey-Philo quelques semaines plus tôt. Ils savaient d'expérience que mon intervention personnelle au micro ce jour-là, pour réclamer avec force la libération de Philo, avait forcé la main de la police. Et nous avions pu accueillir ce jour-là Compey-Philo libre. Ils se souvenaient de cette mobilisation générale de Port-au-Prince. Pour eux, il était donc préférable d'attendre la nuit et de me maintenir, moi, loin de Radio Haïti, durant toute la durée des préparatifs. C'est pourquoi il y a eu ce guet-apens pour me garder en otage durant toute l'après-midi. 2 individus qui m'avaient suivi de Radio Haïti à l'asile français le matin, asile français où j'allais au chevet de mon frère de combat, André Rousseau, et de l'asile à la Croix des Bouquets, où je tentais de trouver une parente d'André pour lui tenir compagnie sur son lit d'hôpital et pour le soigner. Ces 2 individus, se faisant passer pour partisans de Silvio Claude, m'avaient raconté un bobard. La résistance aurait décidé de faire croire au peuple que j'avais été arrêté et qu'ainsi on porterait le peuple à sortir dans les rues. Histoire rocambolesque, inventée, et je l'ai appris par la suite, par Jean Valmet lui-même, autant pour me neutraliser que pour faire croire à ma participation à un complot, car il fallait inventer un complot autour de Radio Haïti pour frapper Radio Haïti. Dans le rapport de police établi par Jean Valmet quelques mois plus tard, pour justifier le procès contre Silvio Claude, Jacques Price Jean et tant de camarades arrêtés, on a parlé d'une réunion chez Franck Étienne, où l'on aurait programmé une manifestation subversive avec pic, bâton et latrier. Le manque d'imagination des policiers macoutes n'a d'égal que l'épaisseur d'esprit des hommes politiques au pouvoir à cette époque. Car ce complot, ce soi-disant complot, avait été inventé pour convaincre les Américains. Car il fallait convaincre les Américains. Il fallait convaincre les patrons. Rappelez-vous bien, ce ne sont que des laquais. Ils doivent, avant toute opération, s'en référer aux patrons. Il fallait convaincre leurs patrons que l'opération contre les libertés publiques haïtiennes avait une petite odeur d'anticommunisme. J'ai déjà raconté à ce micro que Serge Élie Charles, ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, avait reçu un coup de téléphone du Palais national quelques jours auparavant. Jean-Claude Duvalier, Michel et Ernest Bennett, son père, et les ministres d'État lui demandaient de faire savoir au département d'État que Radio Haïti était un repère de communistes. Serge Élie Charles leur avait, selon lui, répondu que personne à Washington ne croirait à une pareille fable. C'est dire que le macoutisme bicolore, noir et mulâtre, au pouvoir en 80, n'osait pas avouer au grand patron qu'il mettait brutalement fin à l'ère de liberté. Il lui fallait trouver un alibi, mais il savait qu'une équipe nouvelle
L'équipe de Reagan, plus dure, moins droits humains, allait prendre le pouvoir. C'est pourquoi ils avaient choisi novembre, une saison d'interrègne. La date du 28 novembre aussi était liée au fait que le Thanksgiving Day vidait la capitale américaine durant tout le week-end de tous les fonctionnaires du département d'État. Ils auraient donc eu le temps de consolider leurs coups. C'était ne pas compter avec la vigilance de fonctionnaires du département d'État, réellement engagés dans la politique des droits humains, et qui, tout en sachant qu'ils allaient quitter le pouvoir le 21 janvier 81, étaient restés fermes au poste pour appliquer la politique des droits humains. Hommage en passant à une femme de grand cœur, Patricia Derian, qui s'est démêlée, qui s'est démenée pour faire libérer les otages, déjà. Ceci pour l'arrière-plan international. Souvenons-nous que la France avait donné quelques jours auparavant son aval à l'opération, en la personne d'un ministre de Giscard d'Estaing venu apporter son plein soutien à la sanglante dictature macoute. Ah oui, la France de 89. Sur le plan local, tandis qu'une minorité de bourgeois nationalistes et progressistes avait tenté de s'accommoder du mouvement populaire et de mieux comprendre ce qui se passait en bas et de mieux écouter la radio, tandis que cette minorité de bourgeois nationalistes et progressistes tentait ainsi de s'accommoder, un important courant d'affairistes, de requins, de mafiosi, de futurs inglindos, manifestait sa grogne, en avait marre de la légère transparence que les radios forçaient à introduire dans la gestion des affaires publiques. Ils ne pouvaient pas accepter cette transparence, car leurs magouilles étaient mises à jour. Souvenez-vous de l'affaire des déchets toxiques dans le Nord-Ouest. Ils avaient besoin d'un silence total pour réaliser les grosses affaires louches qu'Ernest Bennett leur avait complaisamment promis. Ils demandaient donc à corps et à cri la répression contre la presse. On m'a raconté que l'un d'entre eux avait même proposé à Jean-Claude Duvalier, Michel Bennett, d'envoyer un courant de fort voltage pour faire griller Radio Haïti et son directeur. Ah, le destin n'a pas de morale, hélas. Ça, on souhaitait belle-mère, c'est ça crivé maman. Passons. Ils avaient un an auparavant offert à Jean-Claude Duvalier d'enlever toute leur publicité de Radio Haïti. En une nuit, nous avions perdu 60% de nos réclames, mais nous avons tenu grâce à la solidarité populaire pendant un an. Ceci pour l'arrière-plan national et international. Nous verrons plus loin que sur le plan de la diaspora, il y eut aussi les démarches de Jean Valmet, d'une part en direction de la CIA, d'autre part en direction de groupes d'extrême gauche de cette diaspora. Mais revenons à la soirée du 28 novembre 80. Je l'ai dit, la matinée, rafle de militants dans toute la ville, et aussi établissement d'une souricière aux abords de Radio Haïti. Les hommes de T.J. Willy et ses tueurs avaient pris refuge, s'étaient établis dans un cabinet d'un avocat d'affaires qui était sur le même palier que Radio Haïti. En retraçant ces événements, il ne s'agit pas pour moi, et j'insiste là-dessus, d'un règlement de compte. En 1986, je me permets cette parenthèse pour souligner l'absence totale chez moi d'un désir de vengeance. En 1986, à mon retour d'exil, je m'étais personnellement et très fermement opposé à toute représaille
de mes amis, de mes camarades, de ceux qui dans le peuple avaient éprouvé douloureusement la fermeture de leur radio, je m'étais fermement opposé à toute représaille contre cet avocat. Et lorsque des malheureux étaient venus me trouver pour me dire qu'ils l'avaient vu enjambant la balustrade qui séparait son cabinet de mon bureau pour farfouiller après le 28 novembre 80 dans mes affaires, je leur avais dit, vous n'avez aucune preuve de cela. Ce sont des racontards. Et surtout, laissez cet homme tranquille. Laissez-le avec sa conscience s'il en a. De plus, je fais remarquer qu'en 4 ans de travail professionnel à ce micro, je n'ai jamais, à aucun moment, jamais, désigné du doigt l'un ou l'autre de ceux qui m'avaient fait du mal. Pas plus lui que Jean Valmet. Je disposais, depuis 1986, d'un rapport d'une commission militaire d'enquête qui avait désigné Jean Valmet et Franck Romain comme coupables de crimes crapuleux exercés aux casernes des Salines contre des citoyens pour faire main basse sur leur fortune. J'avais ce rapport d'une commission militaire d'enquête signé par les officiers de cette commission. Je ne l'ai jamais utilisé. Je n'en ai jamais parlé. C'est dire qu'ici, à Radio Haïti, on ne règle pas ses comptes. On continue un combat. Le même combat qu'avant 80, le même combat a repris, avec acharnement, lucidité, objectivité, mais avec cet engagement profond pour mener ce combat avec les plus pauvres de notre pays, avec les malheureux, avec les classes populaires. Pour ce qui est de cet avocat, l'affaire de l'arrestation de son fils en 1988. Son fils a été arrêté en 1988. Radio Haïti, avons-nous mis en épingle? J'aurais pu sauter sur l'occasion et monter en épingle cette arrestation. Cette arrestation qui soulignait les liens de cet avocat, liens de famille, liens politiques, avec le secteur Claude Raymond. Jamais, en 1988, je ne l'ai pas fait. Et j'ai refusé qu'on le fasse ici à Radio Haïti. L'affaire est passée sous silence. Mais de tels individus ne comprennent pas ce genre d'attitudes élégantes de notre part dans un combat pareil. Et ces jours-ci, surpris de mon intervention pour souligner récemment l'importance de la Constitution de la République pour l'établissement de l'État de droit, et aussi l'importance négative du coup d'État du 29 novembre 87, auquel il ne faut pas se référer pour établir l'État de droit, furieux de cette intervention qui déjoue leur stratégie, cet avocat ameute à nouveau contre moi le petit samedi soir pour reprendre les mêmes attaques fielleuses, venimeuses, mensongères de Fardin, et aussi ameute certaines radios pour tenter de taire entièrement le fait que Radio Haïti ait été saccagée le 28 novembre 1980. Hélas, hélas, même cela, on veut nous le refuser aujourd'hui en mettant une chape de silence sur le récit de cette journée. À ce sujet, il me faut remercier nos confrères de Radio Métropole qui, hier matin, s'étaient inquiétés sur les ondes du silence de Radio Haïti. Merci infiniment et du fond du cœur, chers confrères. Mais soyez détrompés.
Il n'y avait aucune intention malicieuse dans notre silence. D'ailleurs, vous appeliez sur les ondes et vous demandiez à Radio Haïti de vous appeler, mais vous auriez pu utiliser le téléphone. Les lignes étaient libres, chers confrères. Mais merci quand même de votre intervention. Elle prouve votre souci de rester solidaire sur les ondes de Radio Haïti. Aujourd'hui donc, cet avocat reprend du service et met en avant sa connaissance biaisée du droit. Mais ici, à Radio Haïti, nous savons que le 28 novembre 80, c'est dans son cabinet d'avocat, avec son autorisation, que TJ Willy et sa bande de tueurs attendaient la tombée de la nuit pour foncer sur Radio Haïti, passer des menottes à tous nos camarades, à tous nos parents et aussi aux amis qui étaient accourus pour nous tenir compagnie. Jean-Jacques, je n'oublierai jamais. Merci de ta présence ce jour-là. Cela ne nous étonne pas. Déjà au cours des événements des années 78-79, j'avais personnellement, avec l'aide de déclarations d'officiers en service des forces armées d'Haïti, révélé les liens de cet avocat riche et puissant avec Luc Désir, ses liens étroits avec Luc Désir et avec Simone Ovide Duvalier pour intervenir contre le droit, oui, contre le droit, en faveur de ses clients. Si j'insiste sur le profil du personnage, ce n'est pas parce que j'étais en face de lui. Je lui signalerai, entre autres, que lui, avocat des Widmayer, dans une affaire de procès contre moi, en 1986, je suis rentré avec un texte notarié de Madame Widmayer pour très patriotiquement se dégager de cette affaire où elle avait été flouée et dans ce texte notarié, elle réservait tous ses droits pour demander des comptes à son avocat un jour. Voilà. Et je n'en ai jamais parlé. C'est vous dire qu'il n'est pas question de revanche aujourd'hui, mais de mettre en lumière le symbole que représente cet individu comme porte-parole d'un secteur zinglindot de la bourgeoisie. C'est chez lui que le complot s'est terminé. Chez lui, dans son cabinet. Alors, les arrestations se sont poursuivies. J'ai dit publiquement à propos que pour ce qui me concerne, ayant pu me dégager de cette provocation de deux individus qui avaient réussi à me tenir en otage près de la Croix des Bouquets, à 6h30 du soir, j'étais devant Radio Haïti dans une voiture. J'étais donc là, présent. Et c'est un homme du peuple qui m'a murmuré à l'oreille, « Monsieur Jean, sauvé, oui, tige gon col 45 non men devant radio à l'aptan nous pour craser haut. » Très bien. J'ai passé la nuit à chercher un refuge, une cache. Mais vous savez que lorsque le malheur s'abat sur un homme, les amis se font rares. J'ai pu trouver refuge. J'ai passé 24 heures dans ce refuge. Et c'est de ce refuge que j'ai fait la proposition au gouvernement et aux casernes des Salines de me rendre en échange de mes camarades et de mes parents qui avaient été arrêtés, puisqu'on prétendait que c'est moi qu'on cherchait. Cette proposition a été diffusée à Radio Soleil. Elle a été publiée dans Haïti Observateur. Il n'y a donc pas là autre chose qu'un fait historique. Ce n'est que dans la nuit du samedi au dimanche, du 29 au 30, après 36 heures cachées, que j'ai pu prendre asile à l'ambassade du Venezuela. C'est très clair, cette chronologie. L'asile, pas du tout le 28, pas le 29, le 30 novembre. Comme en témoigne d'ailleurs
un document que j'ai rédigé pour demander asile et que j'ai daté et qui doit exister à l'ambassade du Venezuela. Ceci pour mon sort personnel, mais qu'importe. Je voulais simplement rappeler ces choses parce que, comme toujours, les ennemis de la liberté et du peuple haïtien, quand ils ont frappé quelqu'un, disent « la victime avait tort et il faut cracher sur les cadavres, comme il faut cracher sur les victimes qui sont par terre. » Mais revenons au profil de cette journée. J'ai rappelé le coup de téléphone à Washington. Et oui, ça c'est le coup de téléphone du 28 novembre. Ça c'est le vrai. Mais il faut rappeler aussi que Jean Valmet, qui était l'instigateur de ce complot, et aussi son bras armé, avait été aux Bahamas planifié avec des hommes de la CIA le complot contre le mouvement démocratique, en établissant de faux rapports sur une prétendue subversion. Premier point. Mais le second point, c'est que Jean Valmet, quelques semaines auparavant, s'était promené dans la diaspora, à Paris par exemple. Il avait rencontré le chef des opérations militaires, ancien camarade de promotion. Il avait rencontré le chef des opérations militaires d'un parti d'extrême gauche marxiste-léniniste. Eh oui, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Après Paris, Jean Valmet était à Montréal, où il a aussi rencontré un ancien camarade d'école qui était membre du comité central de ce parti d'extrême gauche. Le fait a été vérifié, rendu public par notre frère Karl Lévesque dans une radio communautaire de Montréal. Et lorsque j'ai rencontré cet ancien camarade de collège de Jean Valmet, je l'ai rencontré, je le lui ai dit, écoute, je ne comprends pas que tu aies rencontré Jean Valmet. Il m'a dit, mais c'était un camarade de collège. Ceci se passait en présence de quelqu'un d'autre. À New York, on a donc la confirmation des rapports entre Jean Valmet et des hommes d'extrême gauche. Est-il passé par New York? L'histoire ne le précise pas, mais il est étrange, cependant, que le 28 novembre 1980, il y avait à Brooklyn un meeting d'opposants haïtiens. Au cours de ce meeting, à 6, 7 heures, 8 heures du soir, tandis qu'on nous frappait, un autre militant d'extrême gauche, pour ne pas le citer, Ben Dupuis de Graine Gauche, s'élevait dans la salle pour attaquer violemment Radio Haïti et votre serviteur, les accusant d'être des jean-claudistes et des porte-paroles de la bourgeoisie. S'il y avait réellement une justice, j'aurais pu l'attaquer en justice pour diffamation. Porte-parole de la bourgeoisie. Mais ça, c'est de la diffamation. Cependant, ce soir-là même, tandis qu'un prêtre s'approchait de lui pour lui dire « Mais Dupuis, vous êtes fou ou quoi? Ceux que vous attaquez en ce moment sont en train d'être écrasés par Jean-Claude Duvalier et une certaine bourgeoisie qu'on n'appelait pas encore Zinglindo. Ça va rien, c'est pour montrer sous l'eau, répondait Ben Dupuis. Est-ce l'effet du hasard, cette conjonction de forces disparates pour écraser le mouvement démocratique et Radio Haïti? Réfléchissez et vous verrez, ce n'est pas l'effet du hasard. La suite de l'histoire a prouvé les connexions des uns et des autres avec la police des casernes, la police politique, qui là savait faire son travail, en infiltrant les groupes d'extrême gauche. Et aussi avec le FBI et peut-être la CIA. Le FBI fait son travail aux États-Unis. Et la CIA de même. Donc, vous voyez bien que le 28 novembre 1980 n'était pas une petite affaire. C'était une affaire très sérieuse pour la coalition qui s'apprêtait à prendre un pouvoir sans partage. Et grâce à cette prise de pouvoir sans partage, augmenter, amplifier le pillage des fonds publics, de l'aide internationale et aggraver tragiquement le dénuement de notre peuple. C'est ça le 28 novembre. Il était temps qu'aujourd'hui,
l'on fasse la lumière sur le vrai 28 novembre 1980, sur les événements, sur les incidents qui ont abouti à cet écrasement du mouvement démocratique à travers le sac de Radio Haïti, à travers les arrestations, les tortures de militants dont notre frère Richard a été ce jour-là avec Philo, Liliane, Harold, Marvel, Sonny, Gabriel Hérard, Lafontaine Joseph, les victimes. Richard ensuite devait suivre son itinéraire tragique. Hommage à lui aujourd'hui, ne l'oublions pas. Et oui, ma famille aussi était en prison. Et l'on a voulu retourner cela contre moi. Ah, les victimes n'ont jamais raison. Il faut cracher sur les victimes. Cette mise au point était nécessaire aujourd'hui, où nous célébrons aussi le cœur serré la journée du lendemain, la journée du 29 novembre 87. Mais nous allons la célébrer ensemble, dans la mémoire de nos morts, car l'on veut effacer notre mémoire, de notre mémoire le souvenir de nos morts. On le tente par opportunisme politique, on le tente par avilissement moral, on le tente parce qu'on tente d'établir des liens avec les massacreurs. Je dis aujourd'hui 29 novembre 1990, 3 ans après. Non, non, vous de la bourgeoisie, qui avez compris que le chemin Macoute était le mauvais chemin, c'était le chemin du pillage, c'était le chemin de l'oppression de tout un peuple, c'était le chemin du blocage d'un pays. Ne commettez pas la même erreur de suivre sur ce terrain opportuniste les tentations d'alliances morbides avec les massacreurs. Classe moyenne, comme je l'ai dit hier, à la télévision, ne vous laissez pas prendre au chant des sirènes d'une majorité nationale. Socio-professionnels, petits investisseurs, petits artisans. Soyez convaincus que la réelle classe moyenne, c'est sur elle que repose le développement démocratique d'un pays, une fois que nous aurons travaillé à changer l'État pillageur et massacreur. Quant aux classes populaires, aux malheureux, des villes et des campagnes, qui depuis 4 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, avaient compris qu'il y a quelque chose qui se passe ici, à Radio Haïti, dans les radios qui se veulent indépendantes, dans la presse qui émerge, dans ce corps de journalistes professionnels qui veut à tout prix que les choses changent et que notre pays enfin décolle. Vous savez, comme vous le manifestez tous les jours, par vos liens avec ces radios et avec Radio Haïti, vous le savez, que ces liens sont indestructibles. Certes, il ne s'agit pas pour nous, journalistes, de cautionner telle ou telle formation politique, de faire du suivisme de tel ou tel leader. Non, notre engagement est profond. Notre engagement va au-delà d'un suivisme de leader. Et tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Tout le monde l'accepte maintenant. Et là, c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage particulier à une station voisine, une station sœur, qui pendant les 6 années de silence a pu tenir le flambeau. L'équipe de Radio Soleil a repris les informations, les a développées dans le sens de cette objectivité, de cette impartialité, mais de cet engagement avec les plus pauvres. Et j'ai été fier, à mon retour, d'apprendre ce qu'avait fait Radio Soleil. Hommage à vous, de l'équipe de Radio Soleil. Pour finir, disons qu'un jour de douleur, un jour de deuil, est aussi un jour d'espoir. Nous ne pouvons pas aller plus bas. Nous allons remonter la pente, tous ensemble, pour qu'enfin, la liberté de la presse
qui garantit la défense des droits des plus pauvres, mais aussi qui garantit la défense des droits légaux des élites et des classes moyennes, mais aussi qui garantit le développement démocratique de notre pays. Cette liberté de la presse est entre vos mains, mes auditeurs de ce matin, entre vos mains. Ne laissez pas cette liberté gaspiller, bafouer ou écraser une fois de plus. La lutte continue. Merci.